je vais vous lire 2 contrats concernant les foires de Champagne. Contrat signé à Gênes en 1234. Moi, Ruffin, je confesse avoir reçu et eu de toi auton, drapier, pièces de drap de soie dorée. Cette marchandise, avec la permission de Dieu, je dois la porter à la foire de Provins et en Flandre pour la négocier. Et de là, revenu à Gênes. Au retour, une fois déduit le capital, je dois avoir le quart des gains. Second contrat. Autobon de Néphosis, voiturier, a reconnu avoir reçu en garde et location, sur le corps des dites foires, d'Audin de Sienne, de Savonne en personne, 10 ballots de drap de France, qu'il a promis de conduire et de porter à Savonne par les droits chemins de Monseigneur le roi de France et de Monseigneur le roi Charles et la Riviera de Gênes, et de faire des étapes tous les jours sans charrette, dans un délai de 35 jours, sous peine de 10 livres d'amende pour chaque ballot perdu. Fait ce même jour, vendredi 3 août 1296, et au même lieu, à Troyes au Change, en présence de Perceval Longo, Janino de Fargano et Palmerino Cucherla, citoyen de Plaisance, témoin. Le Moyen-Âge passionne toujours autant. Les chevaliers, les châteaux forts, les tournois nous font rêver. Des images d'un Moyen-Âge guerrier. Seule note pacifique, la foi, quand elle est à l'origine des cathédrales. Mais l'élan gothique n'est qu'une parenthèse au milieu des croisades, des bûchers ou de la guerre de 100 ans. Des seigneurs, toutefois, les comtes de Champagne, vont s'illustrer dans les lettres et le commerce, 2 domaines qui ne viennent pas spontanément à l'esprit quand on pense au Moyen-Âge. Durant 100 ans, Troyes rivalisera avec les plus grandes villes d'Europe en termes d'influence et de richesse. Ce comté de Champagne est né de la fusion des comtés de Meaux et de Troyes. Thibaut, comte de Blois et de Meaux de 1102 à 1125, hérite en 1125 du comté de Troyes de son oncle Hugues Ier, parti en Terre Sainte. Thibaut devient alors Thibaut II, comte de Champagne, titre qu'il porte de 1125 à sa mort en 1151. Vous avez ici le sceau de Thibaut II de Champagne utilisé entre 1138 et 1151. Sa capitale est la ville de Troyes. Reims, enclave ecclésiastique, est sous la suzeraineté de l'archevêque. Thibaut II contrôle un territoire très étendu aux nombreuses ressources. La région produit du grain, du vin et du bétail. C'est également un carrefour important. Exemple, la voie Agrippa, ancienne voie romaine, reliant le sud de l'Italie à la mer du Nord, passait par Langres, Bar-sur-Aube et Reims. Cette communication nord-sud perdure au Moyen-Âge. Des conditions propices à la circulation des marchands. Quand ceux-ci se réunissent dans des lieux fixes, à des intervalles réguliers, pour vendre et acheter, des foires naissent. Le mot vient de feria, fête, et forain signifie venu de loin, de foris dehors. La Champagne a toujours accueilli des foires. En 1114, le comte Hugues Ier, qui part en Terre Sainte, concède au monastère de Saint-Pierre de la Selle tout le ton-lieu, taxe perçue pour avoir le droit de vendre sur les foires, du bétail qui se vendrait à toutes les foires de Troyes. La charte parle également de ton-lieu sur les cuirs et le sel, des produits destinés à la population locale. Les foires de Troyes et les autres foires de Champagne sont alors bien modestes. Pour les développer, les successeurs d'Hugues Ier vont prendre des décisions politiques et économiques importantes. En 1137, Thibaut II prend une mesure spectaculaire pour l'époque, le sauf-conduit des foires. Les marchands qui se rendent aux foires de Champagne sont placés sous la protection du seigneur, maître de la foire. En cas de problème, le seigneur, auteur du sauf-conduit, intervient pour exiger réparation du tort commis à ses protégés. Thibaut II ne craint pas d'agir.
parfois par la force, contre les seigneurs pillards de ces terres. Il fait également appel aux puissances voisines pour appuyer cette protection. En 1148, il informe Suger, abbé de Saint-Denis et régent du roi de France Louis VII parti en croisade, que le vicomte de Sens a arrêté des changeurs de Vézelay en route pour les foires de Provins. Ce conduit des foires sera confirmé sous ses successeurs. En 1152, Henri le Libéral, fils aîné de Thibaut II, hérite du comté de Champagne. Il épouse en 1164 Marie de France, fille du roi Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine. Marie de France tient une cour brillante et encourage les écrivains comme Chrétien de Troyes, père du roman arthurien, auteur entre autres de Lancelot ou le Chevalier de la Charrette. Vous avez ici l'arrivée de Galahad à la cour, la quête du Graal, entre 1380 et 1385, par un continuateur de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes écrit en français, langue vulgaire. Les contes sont originaires de Blois. Henri le Libéral ne s'intéresse pas qu'aux lettres. Sous son règne, qui s'étend de 1152 à 1181, les foires de Champagne se structurent. En 1174, le titre de garde des foires apparaît pour la première fois dans les écrits, même si leur fonction daterait des environs de 1140. Les deux gardes des foires avaient pour rôle de veiller à la sécurité de la foire et des marchands, au respect des usages commerciaux, en particulier du respect des contrats passés aux foires. Ils ont la possibilité de juger eux-mêmes les marchands dans la limite des foires. Ils tiennent le rôle de notaire représentant l'autorité comtale dans les transactions. Ce sont les maîtres de l'administration des foires. Ils sont accompagnés d'un chancelier. Ils ont sous leurs ordres des lieutenants, des sergents et des notaires. Des officiers spécialisés sont chargés de visiter les halles, de constater la qualité des marchandises et de vérifier les poids et mesures. Des loges, où on apporte des bancs et qu'on éclaire le soir, servent à recevoir les magistrats et les plaideurs pour régler les différends. Les villes de foire bénéficient également de dérogations au droit commun et de privilèges appelés franchises. Le droit d'aubaine ne s'appliquait pas pendant les foires. Normalement, les seigneurs recueillaient les biens que les étrangers non naturalisés, relevant d'une autre seigneurie, laissaient en mourant. Autre point, les marchands victimes d'un vol demandaient des lettres de marque aux autorités de leur pays. Grâce à ces lettres, des représailles étaient exercées contre les compatriotes de l'auteur du dommage. Dans les villes de foire, le droit de représailles était supprimé pour les délits commis ou les dettes contractées en dehors des foires. Ces lois et cette organisation ne concernaient pas toutes les villes de Champagne. Les comtes de Champagne décident de concentrer leurs efforts sur 4 villes: Troyes, Provins, Lagny et Bar-sur-Aube. Troyes, la capitale. Provins, leur résidence préférée. Lagny, à 30 km de Paris, est située à la frontière du domaine royal. Sa foire concurrence volontairement les grandes foires du royaume, celle du Landy à Saint-Denis. Bar-sur-Aube est située sur une ancienne voie romaine, je l'ai déjà dit, mais elle se trouve aussi à 10 km de l'abbaye de Clairvaux, fondée par saint Bernard. Vous avez ici le bâtiment des Convers à Clairvaux, datant du XIIe siècle. Il s'agit du cellier. Une puissance religieuse. À son apogée, elle contrôlera directement ou indirectement plus de 400 abbayes réparties dans toute l'Europe, mais aussi une puissance économique. À son apogée, son domaine s'étendra sur
16 000 hectares de terre et 4 000 de forêt. À l'abbaye, la cuve de Saint-Bernard contenait 160 000 litres. Toutes ces décisions portent leurs fruits. À Bar-sur-Aube, la durée de la foire passe de 15 jours en 1160 à 5 semaines en 1170. C'est le début de l'âge d'or. Les marchands affluent de toute l'Europe. On note la présence d'Espagnols, de Portugais, d'Allemands et de Suédois. La Terre Sainte, l'Égypte et Tunis ont même leurs représentants. Mais la Champagne attire surtout les marchands des deux grands pôles économiques européens de l'époque, la Flandre et l'Italie du Nord et du Centre. La Flandre est le centre de l'industrie drapière. Ces marchands se regroupent en guildes, des associations de secours mutuels et économiques. Leur ville se développe de manière spectaculaire. Bruges compte 35 000 habitants en 1340 et Gand 65 000, ce qui en fait la plus grande ville d'Europe après Paris. L'Italie du Nord et du Centre se consacre au grand commerce avec l'Orient. Vous avez ici la Société des drapiers à Bologne en 1411. Leurs institutions communales sont dirigées par des négociants. Pise et Gênes profitent des croisades pour s'assurer l'exclusivité du commerce entre l'Orient musulman et l'Occident. La mer Noire est une mer génoise avec des colonies. Gênes contrôle aussi les voies terrestres. Venise s'assure le monopole des rapports avec Constantinople. Lucques, Sienne et Florence se développent aussi. Les marchands flamands sont arrivés plus précocement en Champagne que leurs confrères italiens. Les Flamands ont fréquenté Provins avant 1137. Ils arrivent à Bar-sur-Aube au milieu du XIIe siècle. Dans cette dernière ville, les Italiens suivront dans le dernier quart de ce même siècle. L'afflux de marchands permet aux foires de Champagne de constituer un cycle permanent de rencontres tout au long de l'année. À noter que la documentation sur ces foires devient plus abondante à la fin du XIIIe siècle, signe inquiétant que les institutions se stabilisent et se multiplient. À cette époque, le calendrier est le suivant. La foire de Lagny s'ouvrait le 2 janvier et se fermait le lundi qui précédait la mi-carême. Les marchands se rendaient ensuite à Bar-sur-Aube, dont la foire commençait le mardi de la semaine de mi-carême pour se terminer le lundi de la semaine de l'Ascension. La troisième foire de l'année s'ouvrait à Provins le lendemain de la clôture de celle de Bar pour finir le mardi d'après la quinzaine qui suivait la Saint-Jean. C'était la foire de Saint-Quirias. La quatrième foire, foire chaude ou de Saint-Jean, s'ouvrait à Troyes à la clôture de celle de Provins et se terminait le 14 septembre. Retour à Provins pour la foire de Saint-Ayoul qui commençait le 14 septembre pour se terminer le lendemain de la Toussaint. Les marchands reprenaient la route de Troyes où s'installait la foire de Saint-Rémy, dite foire froide, jusqu'au 2 janvier. La durée et les dates d'ouverture et de fermeture de ces foires ont évolué dans le temps. Le scénario de chacune de ces 6 foires est immuable et se divise en 4 temps, dont la durée a elle aussi évolué au fil du temps. La foire débute par une période de 8 jours d'entrée appelée la montre. Les marchands peuvent entrer en franchise. C'est la semaine d'installation des baraques, de l'entreposage des denrées et de leur exposition. Suit pendant 10 jours la vente des draps et des étoffes. Les 10 jours suivants sont consacrés à la foire au cordouan, spécialisée dans la vente des cuirs. Le nom vient de la ville de Cordoue, réputée pour ses cuirs. Cette foire à peine terminée, celle de l'avoir de Poix prend le relais
pour une dizaine de jours. On y vend les marchandises cédées au poids, épices, teintures. Une semaine avant la fin de la foire, la vente s'arrête pour permettre aux marchands de régler leurs comptes. La sortie de la foire ou fin de manifestation est consacrée aux festivités. Le cri « Arrêt, arrêt, arrêt » prononcé par les sergents sert à marquer officiellement le moment où la foire se termine et où cesse le bénéfice des privilèges assurés aux consommateurs qui la fréquentent. Il indique également la fin de la mise en vente de telle ou telle denrée, des draps, du cordouan ou des épices. Dans ce cas, le crieur doit ajouter dans sa proclamation le nom de la marchandise dont la vente a cessé. Dans cet univers sans billets de banque, les nombreuses nationalités présentes nécessitent la présence de changeurs. Après celle des marchands, c'est la deuxième corporation la plus représentée. Les Juifs sont très actifs, mais ce sont les Lombards, terme générique désignant les Italiens, qui tiennent le haut du pavé. Les Lombards et les Juifs contribuent à la fixation du cours d'échange entre les monnaies circulant en Europe. Un système de courrier assure la diffusion de l'information financière et des cours. Les changeurs pratiquent le change des espèces, mais fournissent aussi des monnaies en échange de métaux précieux, de bijoux ou de vaisselle d'argent dont ils font le commerce. Ils en viennent tout naturellement à pratiquer la banque, dont le nom vient du banc sur lequel ils traitent leurs affaires. Le prêt à intérêt est interdit par l'Église, mais cette interdiction n'a jamais été respectée. Tout le monde, des paysans aux seigneurs, contracte des emprunts. Les foires deviennent le grand pôle financier d'Europe. Une monnaie fait toutefois référence dans cette diversité. Ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la principale monnaie des comtes de Champagne, le denier provinois. Vous avez ici un denier provinois de Thibaut III entre 1197 et 1201, argent 0,8 g. Véritable dollar de l'époque, l'usage de la monnaie de Provins se répand dans toute l'Europe. Elle accourt à Rome vers 1160, puis dans toute l'Italie. La base des impôts, levée par Philippe Auguste et Henri II d'Angleterre à la fin du XIIe siècle, est en denier provinois. À Rome, la monnaie des comtes de Champagne est imitée pendant 3 siècles. Ces pièces s'appellent le provinois du Sénat. Tous ces éléments et décisions ont permis aux foires de Champagne de vivre un âge d'or entre 1160 et 1250. Quelle était la vie dans les foires et les villes de foire durant ce siècle d'or? Nous évaluons entre 1500 et 2000 le nombre de personnes étrangères à la ville qui, à chaque session de la foire, viennent y séjourner pendant 2 mois environ et augmenter ainsi la population de la ville. Chiffre considérable au Moyen-Âge. Vous avez ici une scène de foire, tirée du manuscrit du Chevalier errant de Thomas III de Salus, réalisé par l'atelier du maître de la Cité des Dames entre 1400 et 1415. On trouve des saltimbanques, comme les magiciens, les jongleurs ou les montreurs d'ours, des vendeurs d'oubli, gâteaux, des boulangers, des forains venus proposer leurs jeux, comme les boules ou les dés, et bien sûr, de nombreuses prostituées. Mais ce sont les marchands échangeurs qui forment le gros du bataillon. On évalue leur effectif à environ 1 millier. Ils parcourent entre 25 et 60 km par jour en formant des caravanes de gens armés aptes à se défendre contre les bandits, les seigneurs pillards et des concurrents peu scrupuleux. On ne voyage jamais seul au Moyen-Âge. Des clercs de foire relient sans arrêt la Champagne et la Flandre pour assurer la correspondance des marchands. Les foires de Champagne
deviennent le principal pôle de redistribution des marchandises. Les épices, les soieries, l'orfèvrerie et les chevaux en provenance de l'Orient, achetés par les Italiens, prennent la direction du nord. La production drapière augmente dans la péninsule italienne, mais les quantités fournies sont insuffisantes devant l'importance du marché. Du nord viennent donc les draps flamands, les laines anglaises et les toiles qui partent vers le sud pour alimenter les marchés tenus par les Italiens. Les produits les plus négociés lors des foires sont les draps et les étoffes de laine, suivis par les étoffes de soie et les draps précieux. Les avoirs de poids, comme les épices, arrivent après. On faisait même le trafic d'êtres humains à l'année, trafic théoriquement prohibé mais toléré. Les serfs, propriété des seigneurs, étaient revendus, et des musulmans capturés par les croisés étaient réduits en esclavage. Le contrat que je vous ai lu au début est parfaitement représentatif du commerce tel qu'il se pratiquait lors de l'âge d'or des foires. En 1234, un marchand itinérant, que l'on surnommait les pieds poudreux, reçoit d'un drapier génois des pièces de drap de soie dorée. Il doit porter cette marchandise à la foire de Provins et en Flandre. À son retour à Gênes, il touchera le quart des bénéfices. Ces marchands doivent s'installer dans les villes de foire et y exposer leurs marchandises. Leur établissement varie suivant leur richesse et les circonstances. Tout cela forme un ensemble bigarré. À Bar-sur-Aube, comme dans toutes les villes, on note tout d'abord la présence de champs de toile à l'extérieur de la ville et de roulottes à l'intérieur. En 1182, les marchands dorment dans leurs tentes, mais y commercent aussi. La périphérie est livrée à la foule qui ne cesse de venir et d'aller de pavillon en pavillon. Des constructions durables s'édifieront au fil du temps, mais les ouvrages temporaires, étaux, tables, perdureront et côtoieront les installations en dur. À Troyes, même situation, mais les campements sont supprimés dès le règne de Thibaut II, mort en 1151. Le seigneur encourage les habitants à louer ou à construire pour héberger plus confortablement les personnes durant les foires. Sont construites en dur des halles et des maisons pour y présenter et entreposer les marchandises. Certaines demeures possèdent des galeries en bois appelées alours ou alloirs. Vous avez ici la loi de Bar-sur-Aube, restaurée au XVIe siècle, qui longe le portail occidental et la nef sud de l'église Saint-Pierre. Ces galeries couvertes, du fait du surplomb de l'étage supérieur, supportées par des poteaux en bois, protègent ainsi les piétons des intempéries. Certains marchands se font construire d'élégants hôtels particuliers. C'est le cas des Gandelus, des négociants lombards installés à Troyes en 1256. Leur hôtel Gandelus, ou hôtel des Angoiselles, détruit lors du grand incendie de 1524, sera reconstruit dans un style médiéval. Provins, quant à elle, conserve de nombreux vestiges de cette époque. La maison Forcadas servait d'entrepôt pour les denrées venues du midi de la France. Vous avez ici la grange Odime de Provins. L'édifice est bâti sur 3 niveaux. La salle basse servait d'entrepôt pour les marchandises. Le négoce se tenait au rez-de-chaussée et les forains dormaient à l'étage. Quand les foires péricliteront, les chanoines, les clercs de la collégiale Saint-Kyrias y entreposeront le produit de leur dîme. C'est pour cela que le bâtiment est aujourd'hui appelé Grange aux Dîmes. Toute cette activité génère d'importants revenus. On trouve en premier lieu l'achat et la vente de marchandises ou le commerce de l'argent. Les étrangers effectuent d'importantes dépenses de consommation
pendant leur séjour aux foires. Les maisons, hôtels, halles et étaux, où les marchands mettent en vente leurs marchandises, se louent très cher. Il y a également le produit des sauf-conduits et des permis de séjour. On compte également les droits d'entrée de ton lieu, taxes perçues pour avoir le droit de vendre sur les foires, et autres impôts levés sur les marchandises. Le produit du droit du sceau est destiné à assurer l'authenticité des contrats commerciaux. Il y a également le produit des actions judiciaires et des amendes. En 1295, les différentes taxes de la foire chaude de Troyes rapportent 1375 livres de revenus. Celles de la foire froide, 1386 livres. Les comptes touchent également le tiers du montant de location des maisons de la ville, plus les droits de péage. Des sommes énormes. Et ce n'est rien à côté de Lagny. La foire de Lagny n'a pas de droit d'entrée. En 1141, le comte Thibaut II établit la franchise de la foire de Lagny. Les marchands ont la liberté de circuler, d'acheter et de vendre sans avoir à payer aucune exaction au comte. Les revenus fiscaux de la foire seront essentiellement reversés à l'abbaye Saint-Pierre, un important lieu de pèlerinage. Elle détient un clou de la vraie croix du Christ. L'abbaye est choyée par les comtes. Thibaut II choisit l'abbatiale de Lagny comme lieu de sépulture en 1152. La juridiction revenait également en totalité à l'abbé. Je l'ai dit, en 1295 à Troyes, les taxes des deux foires ont rapporté 2700 livres. À Lagny, en 1212, les revenus de la foire s'élèvent à 15 000 livres. C'est l'équivalent de la dot qu'Isabelle, fille de Saint-Louis, apporte à Thibaut V de Champagne lors de son mariage. Le montant d'une dot royale. Cette manne financière permet aux villes de foire de se développer. Troyes voit sa superficie multipliée par 6 en 2 siècles. Ce sera la 5e ville du royaume de France jusqu'au règne de François Ier. Un développement dû à son statut de capitale et à l'activité des foires, mais aussi à des activités propres comme la tannerie et la draperie. De nombreux hôtels-dieux et églises sont construits. Des quartiers, comme le quartier des Foires, autour de l'église Saint-Jean se développent. Mais c'est la ville de Provins qui va connaître le développement le plus spectaculaire. Résidence préférée des comtes de Champagne, elle comptait 15 000 habitants au XIIe siècle, 13 000 aujourd'hui, ce qui en faisait la 3e ville de France, derrière Paris et Rouen. Thibaut IV, 1201-1253, dit Thibaut le chansonnier, auteur de chansons et poésies, lance les travaux de la 3e enceinte qui va englober la ville haute et la ville basse. Vous avez ici les remparts de Provins. Il renforce les défenses de ces villes à la suite de tensions avec les rois de France. L'enceinte de Provins s'étirait sur 5 km, Carcassonne 1700 mètres. 10 portes perçaient l'enceinte fortifiée. Il reste 1200 mètres de remparts. Les fossés secs, creusés vers 1230, protégeaient le châtel dont les murs atteignaient 20 mètres de haut. Les fossés de la ville basse étaient en eau. Les murs n'y faisaient que, entre guillemets, 6 à 7 mètres de haut. Les constructions se multiplient. Le palais des comtes de Champagne abrita le siège de la justice comtale jusqu'en 1285. Thibaut IV se réservait l'aile orientale pour ses appartements privés. Celle-ci était constituée d'une unique grande salle à 2 niveaux, haute de 13 mètres. La générosité des comtes se dirige aussi vers la collégiale Saint-Kyrias, dont le chœur est terminé en... La ville basse
construites sur un marécage remblayé, se développent. On y crée des lotissements. Une poussée urbaine due aux foires, mais surtout à l'industrie drapière. Les deux rivières qui arrosent la ville basse, le Val, faisaient tourner des moulins qui servaient à broyer le temps. Écorce de chêne utilisée pour la préparation des cuirs. Au XIIIe siècle, 3000 métiers à tisser fonctionnent dans la cité, qui est une des plus importantes villes drapières d'Europe. Dans ces villes de foire, les hommes travaillent et commercent, mais ils prennent aussi conscience de leur identité nationale. Ainsi, les Italiens se regroupent en Champagne dès le XIIIe siècle et constituent une nation gouvernée par un consul, le capitaine des foires. Ces nations mettent en place des structures d'aide aux affaires et même une juridiction. Les marchands italiens d'une même ville s'associent quant à eux dans des fédérations communautaires appelées universitas. Ces dernières ont leur propre autorité, administration, juridiction. Elles négocient des privilèges et des franchises. Les guildes regroupent des gens de métier et les anses fédèrent les villes autour d'une activité spécifique. La anse dédite de cette ville, nombre à l'origine, était un groupement de drapiers des Pays-Bas et de la France du Nord. Elle intervint dès 1230 sur les foires de Champagne. Elle comptera 56 villes au XIIIe siècle, dont Reims et Châlons. Ces organisations annoncent paradoxalement le déclin des foires. Les marchands s'associent en se sédentarisant. Le temps des pieds poudreux arrive à sa fin. Le marchand aisé pouvait gérer ses affaires à distance. Les achats directs se faisaient sur les lieux mêmes de production. Les commis dénommés facteurs se rendaient à Ypres et Châlons. Des transporteurs professionnels, voituriers, bateliers, se déplaçaient à la place des commerçants qui installaient des représentants permanents dans les pays acheteurs et fournisseurs. Le deuxième contrat que je vous ai lu montre le changement de nature des foires. En 1296 à Troyes, Odon de Sienne confie à un voiturier 10 ballots de drap de France qui doivent être convoyés à Savone près de Gênes. De plus, les nouveaux itinéraires commerciaux contournent la Champagne. À partir de 1237, les passages alpins du Saint-Gothard ou du Simplon supplantent ceux du Mont-Cenis ou du Grand Saint-Bernard. Ils facilitent l'accès à l'Allemagne. En 1277, le premier navire génois arrive à Bruges. La route navale s'ouvre. En 1314, la flotte vénitienne rallie la Flandre et l'Angleterre. Les liaisons se multiplient et deviennent régulières comme entre Gênes et Bruges. On assiste de ce fait à une baisse des transactions de marchandises en Champagne à partir de 1250. Lagny est la première ville touchée. La foire, qui rapportait 15 000 livres de taxes en 1212, n'en rapporte plus que 1819 en 1296. Les transactions restent importantes dans les autres villes jusqu'en 1300. Mais cela est dû à la montée du marché des espèces et du change qui prend le pas sur le commerce réel. C'est grâce à cela que les foires perdureront jusqu'en 1350. Exemple, en 1336, Édouard Ier, comte de Bar-le-Duc, un habitué des foires de Bar-sur-Aube réputé pour ses chevaux, emprunte 6000 florins, la monnaie d'or de Florence, à une compagnie lombarde pour financer une croisade destinée à reconquérir Athènes. Son bateau s'écrasera sur les côtes chypriotes où il meurt le 11 novembre de la même année. Que sont devenues ces dettes? Problème supplémentaire dans le marché monétaire, la monnaie locale n'est plus aussi puissante. En 1262, Saint-Louis promulgue une ordonnance interdisant l'accès et l'emploi des monnaies seigneuriales, dont le denier provinois,
dans ces domaines et prescrit la circulation de la monnaie royale dans tout le royaume. Les actes et mentions en monnaie provinoise deviennent plus rares. Le rattachement du comté de Champagne au royaume de France porte le coup de grâce au denier provinois. En 1284, Jeanne de Navarre, la dernière comtesse de Champagne qui a alors 11 ans, épouse Philippe de France qui en a 16. À la mort de son frère Philippe III, le 5 novembre 1285, Philippe de France monte sur le trône de France. Il devient le roi Philippe IV le Bel, 1285-1314. Vous avez ici son gisant à l'abbaye de Saint-Denis. Le comté de Champagne est rattaché au royaume de France. Troyes perd son statut de capitale. Sous Philippe le Bel, Paris devient une place financière importante avec les Italiens biche et mouche. Sous son règne, en 1297, le conflit franco-flamand débute. Le comte de Flandre, Guy de Dampierre, allié au roi Édouard Ier d'Angleterre, avait rompu son hommage de vassal à Philippe le Bel. Le roi de France mobilise des soldats et crée une flotte de guerre pour envahir le comté. La guerre, très vive entre 1302 et 1305, interrompt le commerce avec la Flandre. À Provins, des banquiers italiens font faillite en 1298. Les étrangers ne se rendent plus à la foire de mai. Les mouvements sociaux se multiplient en 1305, 1306 et 1315. La guerre de Cent Ans, qui débute en 1337 entre la France et l'Angleterre, achève les foires de Champagne déjà moribondes. Provins, qui avait compté jusqu'à 3200 métiers battants à tisser les draps et la laine, n'en compte plus que 30 en 1393. C'est la fin de la grande époque. Que reste-t-il aujourd'hui des foires de Champagne? Troyes a été dévastée par un terrible incendie en 1524. Ses habitants ont reconstruit leur demeure à l'endroit même où elle se trouvait et dans le style précédant le sinistre. Mais la plupart des monuments, comme le château et le palais, ont disparu à la Révolution et sous le Premier Empire. Les remparts ont été démolis au XIXe siècle. Seule la cathédrale, quelques églises et le tracé de certaines rues ont survécu. Pour s'imprégner de l'atmosphère des foires des XIIe et XIIIe siècles, il faut se rendre à Provins. La ville est un véritable laboratoire de l'architecture militaire, civile et religieuse de cette époque. On peut y admirer la tour dite César, la collégiale Saint-Kyrias ou les 1200 mètres de rempart, les bâtiments les plus connus. Vous avez ici la tour dite César de Provins, de la deuxième moitié du XIIe siècle. Le toit date du XVIe, XVIIe siècle. Mais la cité est au total riche de 58 monuments historiques ou classés, plus 157 salles basses. Pour ces raisons, la ville a été inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 2001. C'est la seule ville de France dont la totalité de la superficie urbaine bénéficie de ce label. Chaque année, elle accueille 1 million de visiteurs et offre en juin une fête médiévale grandiose. Provins est célèbre, mais il existe un vestige des foires de Champagne beaucoup plus méconnu et inattendu. Au Moyen-Âge, le système de mesure de poids était basé sur la livre, un héritage des Romains repris par les Carolingiens. Après l'éclatement de l'Empire carolingien, les systèmes de mesure perdirent toute unité, variant d'une ville à l'autre et d'un comté à l'autre. Au XIIIe siècle, les échanges se multiplient, rendant la diversité des mesures préjudiciable. Les importantes transactions qui s'opéraient aux foires de Champagne généralisèrent et répandirent le poids de Troyes. L'once de Troyes
représente 1/12 de livre. On s'en sert pour peser l'or, l'argent, les épices ou les produits médicinaux. En France, l'once disparut à la Révolution, mais il est toujours utilisé par les anglo-saxons. En 1497, le roi d'Angleterre Henri VII adopta, pour le monnayage, la livre de Troyes de 12 onces, utilisée par les orfèvres londoniens. En 1527, Henri VIII confirma le système Troy. Aujourd'hui, l'once Troy, once de Troyes, abrégée OZT, est toujours utilisé pour le pesage de l'or et des métaux précieux. Il équivaut à 31,103 grammes. C'est l'ultime parenthèse, l'ultime héritage de cette parenthèse champenoise où, comme le dit Fernand Braudel, Troyes fut au cœur de l'économie monde avant de céder la place à Venise. La première et dernière fois que la France aura vu s'établir chez elle le centre économique de l'Occident.